Bonjour. Le but de cette vidéo, qui a été bricolée d'une façon que c'en est une horreur, est de vous montrer vaguement comment on passe d'un texte diffusé sur Wikisource et truffé de codes HTML tous plus compliqués les uns que les autres, comment on transforme tout ça en un texte propre qui aurait pu être saisi par une machine à écrire antique à l'époque où on avait encore des machines à écrire antiques. Donc nous sommes sur Wikisource, nous allons sur Wikisource en français, et là nous allons chercher le texte de Hamlet. Hop là, il n'y a plus... Voilà, il y en a plusieurs versions, nous allons prendre le second Hamlet, traduction de François-Victor Hugo. Le second Hamlet, le voici. Il est actuellement mis en page d'une façon qui est assez élémentaire, mais qui est quand même relativement compliquée à exploiter. Donc nous allons revenir en haut de la page, voilà, et chercher dans la marge gauche la mention version imprimable. Nous cliquons là-dessus, et voici donc le même texte dans une mise en page beaucoup plus sobre, qui a priori va poser moins de problèmes de récupération informatique. Comment savoir quel est l'aspect réel de ce texte? Eh bien, voilà, on va dans le menu Outils, Développement web, code source de la page. Ça rame un certain temps parce que le texte est assez long. Et on voit apparaître les codes. Bon, ne pas s'affoler, là c'est le début du texte, c'est l'entête, il y a des tas de choses très compliquées. Là, nous commençons à entrer dans le texte lui-même. Voici la liste des personnages, le spectre, Claudius. Bon, et nous voyons quand même qu'il y a énormément de codes complètement imbitables. Comment allons-nous les éliminer? Eh bien, c'est très facile, avec des tonnes de moulinettes. Ce texte que nous sommes parvenus à afficher, comment allons-nous le récupérer? Eh bien, tout simplement par les menus. Dans le menu Fichier, Enregistrer sous. Il y a plusieurs options. Nous allons prendre l'option Page web HTML uniquement. Le nom qui lui est donné par défaut est beaucoup trop long. Donc on va réduire ça à, disons, hamlet00.html. Voilà. Pour la suite des opérations, nous allons travailler avec l'éditeur de texte Emacs. Je commence par regarder la longueur du texte que je viens de télécharger. Elle est de 517 196 octets. 517 196 octets, ça fait près de 250 pages imprimées. Mais parmi tous ces codes, il y en a beaucoup qui sont des codes informatiques dont a priori nous ne voulons plus. Vous voyez là à peu près la même chose que ce qu'on avait vu directement dans l'interface de Firefox. Voici la liste des personnages. Et vous voyez que là-dedans, il y a énormément de codes inscrits en bleu dont on n'a pas l'usage, du moins pas dans une version correspondant à ce qu'on aurait pu taper sur une machine à écrire. Bien, j'applique là tout de suite une de mes moulinettes qui s'appelle Virbalise sur ce texte. Et donc, le fichier résultant ne sera plus un fichier HTML, ce sera un fichier de texte tout court. Vous voyez, ça a pris une fraction de seconde. Et si j'ouvre maintenant le texte résultant, il y a encore beaucoup de code informatique, mais dans la partie de texte elle-même, vous voyez que ça a été très considérablement nettoyé. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas encore de problème à régler, mais enfin c'est vraiment beaucoup plus simple. Nous allons démarrer ici. Je vire tout ce début qui ne tient que des codes informatiques. Et en allant à la fin du texte, il y a aussi des tas de saloperies. On va arrêter ici à fin des notes. J'enregistre cela. Vireback est une moulinette que j'emploie tout le temps pour virer les fichiers de sauvegarde faits automatiquement. Bon, nous voyons maintenant que le texte purgé de ses balises a été réduit à 273 640 signes. C'est encore assez considérable, ça fait dans les 150 pages, mais il y a déjà considérablement moins de codification informatique. Allons-y voir de plus près. Bon, il y a beaucoup de lignes sautées, inutilement, là, au début. Je peux les virer avec une autre moulinette de
ma composition qui s'appelle vire3ret, c'est-à-dire que ça vire toutes les lignes sautées quand il y en a au-delà de 3. Je pars du fichier qui vient d'être fait, et j'en fais un autre. Là non plus, ça prend pas des heures, vous voyez. Et maintenant, les lignes sautées sont en nombre bien plus réduit. Nous commençons à voir qu'il y a là-dedans des tas de codes bizarres. Ce code-là que je vous sélectionne, c'est le code d'une espace insécable. Ça nuit beaucoup à la lisibilité du texte. On pourrait virer ce genre de code, d'une façon un peu agressive, qui serait en utilisant la recherche-remplacement. Je commence par sélectionner le code en question. Je lui dis de chercher ce code bizarre, là, et commercial dièse 160 point virgule, et de le remplacer par quelque chose de plus intelligible, un trait de soulignement. Hop, il me l'a changé en 2127 endroits dans ce texte qui fait donc dans les 150 pages, et vous voyez ici 4571 lignes. Et c'est déjà sensiblement plus lisible. Bien. Mais là, je sais d'expérience que nous allons encore avoir des tas de problèmes avec les caractères accentués. Les caractères accentués sont une des choses qui sont les plus mal normalisées dans l'informatique. La question à se poser, c'est le texte sur lequel nous travaillons, quelle est sa codification informatique? J'ai une moulinette de ma composition qui vous le répond. Elle vous répond que c'est un fichier bizarre. C'est très souvent le cas avec les textes longs, c'est-à-dire qu'il y a des codes qui sont un peu bizarres parce qu'ils correspondent à des caractères accentués qu'on utilise rarement. Mais vous voyez que pour l'essentiel, 384 indice 8 et F8, ce texte est probablement codé en UTF-8, ce qui est normal, c'est très souvent le cas pour les textes qui viennent du web et en particulier de Wikisource. Donc je lui applique une moulinette à moi, UTF-8 ISO, sur hamlet02.txt, boum, là c'est un petit peu plus long, il y a du travail, et quand je redemande le type du texte, vous voyez qu'il n'y a plus d'indice UTF-8, mais il reste beaucoup d'indices ISO, il y en a même qui ont été rajoutés. À quoi correspondent ces indices ISO bizarres? Eh bien, la façon la plus simple de le savoir, c'est encore de les virer. Donc j'ai encore une moulinette à moi qui s'appelle vire non ISO. Hop là. Et maintenant j'ouvre le texte résultant. Et tous ces textes bizarres vont avoir été remplacés par des balises, c'est-à-dire ça va être mis entre chevrons inférieur et supérieur. Là par exemple, ce code 192, c'est le A majuscule accent grave. Caractère qui n'existait pas sur une machine à écrire, raison pour laquelle on va le virer. Là vous avez quelque chose de plus bizarre, tout ce chorizo là, eh bien ça correspond à la codification d'une apostrophe cursive. Et je le démontre. Là encore, par recherche-remplacement, je lui dis de me chercher ce caractère-là et de le remplacer par une apostrophe droite, celle qu'on avait sur le clavier des machines à écrire. Vas-y Léon, il me l'a remplacé 2214 fois. Et nous voyons qu'il y a encore là quelques caractères bizarres, car la beauté qui m'enchaînait... Ah tiens, ça c'est vraisemblablement une faute d'orthographe, c'est encore un A majuscule, accent grave. Non nunc manibus istis, non nunc tumulo fortunataque favilla, ça c'est un code bizarre et pas courant, je le saurais pas si je n'avais pas déjà travaillé avant. Ça correspond au AE, à la ligature AE. Bon, mais ça c'est pas très courant, on va donc chercher les autres codes bizarres. Corne 201 lius, ça correspond à la codification d'un E majuscule, accent aigu, caractère qu'on n'avait pas sur une machine à écrire et que nous allons donc éliminer. Ophélia, même problème. Elsener, ça je sais pas trop ce que c'est. Ah, je crois que ça correspond à la codification des tirets. Des tirets sur une machine à écrire, on avait que les petits tirets comme ça. Donc quand je veux remplacer un trait d'union par quand je veux saisir à la place d'un trait d'union un tiret, tout simplement avec une machine à écrire, ce qu'on aurait fait, c'est qu'on aurait tapé 2. C'est ce que nous allons faire, mais je vérifie
que c'est bien de cela qu'il s'agit. 128, 148, nous allons le revoir. Alt, faites-vous reconnaître vous-même. Oui. Oui. En fait, ce texte a pris le parti de mettre des tirets chaque fois que le texte anglais allait à la ligne. Donc, on peut remplacer ça. Donc, même topo, on commence par le sélectionner. C'est fait. On vient au début. Et on lui dit, chaque fois que tu rencontres ce code bizarre, tu me mets 2 traits. On pourrait le faire un par un, mais ça prendrait des plombes, donc on y va d'un coup, et il l'a remplacé 2439 fois, comme il vous le dit ici. Bon, ça fait déjà le ménage. Regardons si nous avons d'autres codes bizarres. Cornelius Ophélias, on l'avait vu. Et je suis transi jusqu'au cœur. Ah, il y a autre chose. Là, vous voyez, la ligne est trop longue. Elle est coupée à l'écran. Ça, on va peut-être s'en débarrasser par une autre moulinette à moi. Qui s'appelle coupe en ligne. Hamlet03.txt. Hamlet04.txt. 65. 04. Voyez, maintenant les lignes ne font plus que 65 caractères au maximum, et donc il n'y a plus de mots qui vont être tronqués du côté droit. Je reviens à ma recherche des caractères bizarres. Ça, c'est encore un E majuscule accent aigu. C'est un phénomène qui trouble l'œil de l'esprit. L'œil de l'esprit. Donc 197-147, c'est la codification de la ligature OE. Bon. On pourrait corriger tout ça comme je l'ai fait avec des recherches-remplacements, mais ça prend un certain temps et ce sont des opérations qu'on fait tout le temps. Il est beaucoup plus rationnel de faire ça avec des tables de transcodage qu'on a déjà faites et que j'ai sournoisement planquées ici pour qu'elles ne gênent pas les premiers écrans. Hop là. Excusez-moi, j'ai oublié de dire le principal. Voilà, elle est ici maintenant. Voici une moulinette de transcodage. Ça veut dire quoi? Regardez, ça c'était ce qu'on avait au début. Ça c'était la codification de l'espace insécable. Et ça c'est ce par quoi je l'ai remplacé. Donc je cherche cette chose-là. Et commercial dièse 160 point virgule. Et je le remplace, par cette chose-ci, qui est le trait de soulignement. Donc je mets ça bout à bout, séparé par des slash, et on peut conserver ça pour s'en servir avec d'autres textes. Donc nous avons ici la codification de l'espace insécable. 171-187, ça c'est le remplacement des guillemets à la française. Je rappelle que sur une machine à écrire, on n'avait pas de guillemets ouvrants et de guillemets fermants. Là, ces deux lignes-là, 128, 153 et 128, 152, il s'agit du remplacement de l'apostrophe cursive et de l'apostrophe cursive à l'envers, qui est le résultat d'une faute de frappe. Mais bon, faites-moi confiance, je sais ce que je dis. 128, 148, ça, on l'avait vu, c'est le remplacement du tiret. 192, c'est le A accent grave majuscule. 199, c'est le C cédille majuscule. 200, 201, 202, ce sont les E accentués, E accent aigu, E accent grave, E accent circonflexe. 212, c'est le O. O, tant, O meurt. O accent circonflexe. 197, 146, c'est la ligature OE en majuscule. 197, 147, c'est la ligature OE en minuscule. Et 195, 166, c'est la ligature AE. Donc ce fichier, je l'ai fait à l'avance, et il peut nous servir. Poum. Je n'ai plus qu'à lui dire... Où est-ce que j'en suis déjà? J'en suis à Hamlet 04. Je vire les fichiers de sauvegarde automatique, ce sera plus propre. Hamlet 04. Donc je lui dis transcode Hamlet04.txt, Hamlet05.txt. Et je remplace ça par la liste que je viens d'écrire. Zika, c'est fait. Maintenant, je rouvre le texte résultant et je vais chercher s'il reste des codifications bizarres. Eh bien, il reste celle-ci. Je vais vous expliquer plus tard ce que c'est. C'est la même, donc 242. Et ça, on s'en fout.
parce que c'est une note. Voilà. Donc il ne reste, si je compte bien, que ce caractère-ci, là, qui est un O accent aigu. C'est un truc vraiment pas très courant. Et ça vient d'une facétie de Shakespeare. Dans cette scène, les paysans parlent en simulant une érudition latine, et au lieu de dire ergo, ils disent argot. Shakespeare a écrit cela avec un accent aigu pour qu'on comprenne bien que ça se prononce argo et non pas argo. Voilà, donc c'est tout à fait exceptionnel ce genre de choses, c'est pour ça que je ne l'ai pas inclus dans ma table de transcodage, et on va tout simplement le changer à la main, comme nous l'avions fait. Donc 142 c'était, et on va le remplacer par un O ordinaire. Ah, raté, c'était pas la bonne codification, c'est 242, excusez-moi. Hop, 242, à remplacer par O. Argot, elle s'est noyée de propos délibérés. Ah, raté. Bon, je recommence. 242, disais-je, à remplacer par O. Argot, elle s'est noyée de propos délibérés. Argot, celui qui n'est pas coupable de sa mort, n'abrège pas sa vie. Argot, la potence ferait bien ton affaire. Et voilà. Donc, je revérifie. Nous n'avons plus un seul code bizarre. En revanche, nous avons toujours des lignes sautées peut-être en trop grand nombre. Je les vire à nouveau, vire 3 ret, hamlet05.txt, hamlet06.txt. Hop. Je vire les fichiers temporaires et je redemande la liste des fichiers. Vous voyez que le texte hamlet06.txt est passé de 517 196 signes à 252 913, ce qui est encore très honorable. Hein. L'air de rien, si on met 2000 signes par page, une page de livre de poche, c'est à peu près 2000 signes, ça va nous faire dans les 125 pages. Mais le texte est maintenant assez propre, et je le démontre. Ça correspond tout à fait à ce qu'on aurait pu taper avec une machine à écrire. Sauf que le trait de soulignement que vous avez là avant les signes de ponctuation, qui correspond à un espace insécable, on l'aurait sans doute pas tapé à l'époque. Là, je le laisse parce que c'est utile quand on veut faire de la typographie propre. Et il faudra le retraiter derrière pour le remplacer par de vrais espaces insécables. Bon, je vais peut-être arrêter là, mais vous voyez un peu avec quelle vitesse on travaille quand on maîtrise un peu le bon concept de moulinette. Voilà, c'est tout. Non, c'est peut-être pas tout. Vous voudriez peut-être savoir comment on peut remettre bout à bout ces lignes que j'ai coupées à 65 signes. Eh bien, il y a la moulinette symétrique, hamlet06.txt, hamlet07.txt. Hop là. Vous voyez. Maintenant, il y a moins de lignes sautées et les lignes peuvent être plus larges et éventuellement être coupées à droite. Ça nous permettra de réimporter ce texte dans un traitement de texte, dans un logiciel de mise en page, sans être embêté avec les retours à la ligne intempestifs. Voilà, je vais peut-être arrêter ici cette démonstration, mais vous voyez un peu comment on travaille quand on sait ce que c'est qu'une moulinette. Je pense qu'il faudra faire l'inventaire de toutes les moulinettes que j'ai employées, et je vous assure que j'en ai beaucoup d'autres. Si on regarde ce que j'ai dans mon répertoire à moulinettes, hop là, il y en a un paquet, comme vous pouvez le constater. Elle ne concerne pas tout le texte, il y a des moulinettes qui servent à faire d'autres choses, à traiter de l'image par exemple, ou à faire de la 3D. Mais
Tout ça, c'était pour vous dire que quand on sait travailler avec des moulinettes, on en emploie tout le temps, et ça permet de traiter à une vitesse hallucinante des masses de données très impressionnantes. En l'occurrence, nous avons travaillé sur 125 pages de texte, et ça nous a pris quelques minutes. Voilà, c'est tout pour cette démonstration.